On y va. C'est bizarre, mais je parle avec le micro parce qu'on m'a obligé, mais pour la captation. Donc bonjour à tous, je suis Zakaria Jalal, je suis cardiologue interventionnel au CHU de Bordeaux. Je travaille dans un service de cardiopathie congénitale, mais on fait aussi des cardiopathies structurelles pour un tiers de l'activité. Sinon, on est quand même très orienté congénital. Je suis très content d'être là, dans mon pays natal. Et je remercie les gens de l'AMCAR, Siam qui est là et Saïd qui n'est pas là je crois, mais pour leur accueil et ce congrès vraiment fantastique. Donc cet atelier, l'idée c'est d'être le plus didactique et qu'on discute évidemment entre nous à travers quelques cas cliniques. Il y a quand même une première partie qui va être théorique. C'est des rappels, je veux offenser personne, mais je sais que vous savez tout ça, mais il y a des rappels de physiologie qu'on est obligé de faire dans ce genre de topo pour ensuite pouvoir réfléchir sur les cas cliniques. Ce que je vous propose, c'est que vous m'arrêtiez pour les questions au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus simple et plus sympa. Et je vous souhaite un bon appétit. Donc pour ce topo, je vous ai mis les références que j'ai utilisées qui sont très anciennes pour le cathétérisme cardiaque congénital et pédiatrique. Vous verrez qu'on a un petit peu de cas cliniques là-dessus. Pour les cardiopathies congénitales adultes, c'est 2020, c'est l'ESC. Et puis pour l'HTAP, c'est l'essentiel de ce topo qui est consacré au cas des droits. On a des recommandations très récentes avec des modifications, notamment des définitions de l'HTAP que je vous rappelle dans ce topo. Un tout petit peu d'histoire. Pourquoi j'en parle? Parce que ça va bientôt faire un siècle. Donc ça commence à passer. Que le premier cathé chez l'homme a été réalisé par Werner Forssmann. Cathétérisme qu'il a fait sur lui-même, vous le savez. Donc il était cardiologue, il est allé dans un service d'urologie, il a pris une sonde urinaire qui s'est mise dans la veine brachiale, il a poussé, puis quand il n'arrivait plus à pousser, il est descendu au service de radiologie en bas, il a fait la radiographie et il a montré qu'on pouvait accéder au cœur à travers une veine, que ça faisait pas mal puisque les vaisseaux ne sont pas énervés et qu'on pouvait faire plein de choses par ce biais-là. Il s'est fait virer, évidemment, parce que les gens qui font des innovations ne sont pas toujours bien vus. Il est devenu urologue. Je ne sais pas s'il y a un lien avec la sonde urinaire de départ, mais il a fini par avoir quand même le prix Nobel. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc, depuis... génial. Merci beaucoup. Depuis donc bientôt un siècle, on fait ce cathétérisme qui consiste à introduire une sonde radio opaque guidée par fluoroscopie dans les cavités cardiaques ou les vaisseaux pour prendre des pressions, prélever des échantillons sanguins, on va voir pourquoi, injecter des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer le débit cardiaque, ça c'est très important pour ce topo, des produits radio opaques pour faire une étude morphologique et cinétique, ça c'est pas le dossier du jour, et réaliser une intervention. On verra à travers les cas cliniques qu'un cathé droit peut aussi déboucher sur une intervention si on met en évidence des cardiopathies traitables par voie percutanée. Donc, définition de base. Le débit, je me permets de vous le rappeler, hein, encore une fois, je ne veux offenser personne, c'est la fréquence cardiaque par le volume d'éjection systolique, combien j'éjecte de sang et combien de fois par minute j'éjecte. Et ça donne un débit en litres minute. Nous, en cardiopédiatrie, on parle beaucoup en index cardiaque. La mesure qu'il faut utiliser. Par exemple, nous, on travaille avec des enfants qui font 3 kg. Si on règle le débit d'ECMO à 3-5 minutes, ils explosent. Donc il faut raisonner en litres minutes par mètre carré. Et l'index cardiaque normal est entre 2 et 3 litres minutes par mètre carré. Ça, vous le savez aussi très bien. Dans la physiologie. Zakaria, on continue. Dans la physiologie normale, donc ce que vous voyez la plupart du temps, ce que moi je vois peu, c'est un cœur normal, c'est un cœur en série. C'est-à-dire que le débit systémique, ce qu'éjecte le corps gauche, est égal au débit pulmonaire. Le poumon, c'est le seul organe du corps à
absorber 100% du débit cardiaque. Merci. Et vous savez. Test. Et donc, les autres organes se partagent le débit cardiaque, mais le poumon, lui, il reçoit 100% du débit cardiaque. C'est très important à savoir pour la mesure des shunts, qu'on fera tout à l'heure. Il y a deux lois très importantes de physiologie que je voulais rappeler. La première, c'est Jean Poiseuil qui a démontré donc, delta P égale QR, donc le gradient de pression qui est créé dans un vaisseau, il est égal au produit du débit cardiaque qui traverse ce vaisseau et des résistances qui sont créées par ce vaisseau. Ces résistances, vous allez voir que c'est très important, c'est 8 fois un coefficient de viscosité. Donc par exemple, si vous transfusez un patient, ces résistances pulmonaires vont augmenter avec l'hématocrite, ça c'est très important pour les shunts. La longueur du vaisseau, donc un adulte a une résistance totale qui est supérieure à un enfant puisqu'il a plus de vaisseaux à traverser. Mais au dénominateur, vous avez le rayon du vaisseau à la puissance 4, c'est-à-dire qu'en vasodilatant un vaisseau d'un facteur 1, vous allez diminuer la résistance d'un facteur 4. C'est pour ça que les vasodilatateurs pulmonaires, c'est extrêmement important comme traitement parce que la viscosité, on peut jouer dessus, mais ce n'est pas un élément majeur. La longueur, on ne peut rien y faire. On ne va pas couper des vaisseaux pulmonaires. En revanche, le rayon du vaisseau, on peut jouer dessus et ça, c'est très important. Ce qui veut dire que les résistances vasculaires, ce que l'on va calculer, c'est le gradient transpulmonaire, donc PAPM moins P capillaire, la pression artérielle pulmonaire moyenne, moins la pression capillaire. En gros, quel est le gradient de pression qu'il faut pour franchir le poumon, divisé par le débit pulmonaire, qui est égal au débit systémique dans un cœur normal. Ça va ? Ensuite, il y a la deuxième loi qui est très importante, c'est la méthode de Fick. Alors, il a un prénom pas très sympa à porter, bien que ça ne soit pas de sa faute, mais il a inventé un concept hyper important et très simple en fait. C'est la VO2, qui est le produit du débit fois la différence artério-veineuse. Combien consomme un muscle ? C'est combien de globules rouges passent devant ce muscle, c'est le débit, et pour chaque globule rouge, combien je vais extraire d'oxygène, c'est la différence artério-veineuse. Donc c'est extrêmement simple à comprendre. Mais ça va nous permettre de mesurer et de calculer plein d'éléments. Parce que la VO2, on peut la mesurer grâce à ce genre de machine, c'est pas très simple, mais on peut le faire en salle de cathétérisme, en mesurant la fraction d'oxygène inspiré et expiré, et le volume inspiratoire, on peut mesurer la VO2. On peut aussi l'estimer, c'est ce qu'on fait chez nous, parce que ça, en salle de cathé, c'est un environnement pas très simple à mettre en place. On peut l'estimer avec des formules qui marchent très bien. Donc ça, c'est un élément de l'équation qu'on peut obtenir. Le contenu et la différence artério-veineuse en oxygène, on peut le calculer. Donc, c'est un petit peu pénible ce que je vous dis là, mais vous allez voir, c'est très simple et très important. Le contenu artériel en oxygène, c'est l'oxygène qui est lié à l'hémoglobine, et ça, pour le calculer, il faut avoir le taux d'hémoglobine, la saturation, et multiplié par 1,36. Et il y a aussi l'oxygène dissous, donc qui n'est pas lié à l'hémoglobine, qui se balade dans le sang, et ça, c'est la PaO2 qui permet de le donner, multiplié par 0,003. Ce qui veut dire qu'en temps normal, la PaO2 elle est de 100. Si vous multipliez par 0,03, ça fait 0. Donc en temps normal, le contenu artériel en O2, c'est la fraction liée à l'hémoglobine. Si vous êtes sous oxygène à 100% d'FiO2 et que vous avez 500 de PaO2, on pourra compter l'O2 dissoute, mais globalement, ce qui compte, c'est ça. Ok ? Donc ça, c'était les bases physiologiques. Donc le cathé droit, c'est un examen clé pour diagnostiquer une hypertension pulmonaire, pour faire le diagnostic étiologique, ça on le verra à travers les cas cliniques, le pronostic de cette hypertension pulmonaire en mesurant le débit cardiaque et les résistances, et puis sur le plan thérapeutique, on peut faire des tests pharmacologiques, des tests d'occlusion, tout un tas de choses. Et ça doit être réalisé en centre expert avec des protocoles standardisés et répétés lors du suivi. Ça, c'est juste ce que je viens de vous dire, mais issu des recommandations pour que vous me croyez, pour vous prouver que je ne dis pas n'importe quoi. Donc c'est un examen simple, très peu agressif, mais
il faut avoir des données fiables et reproductibles. Voilà. Un cathé droit, on peut faire lui dire ce qu'on veut, on peut se tromper et ça peut avoir des implications très importantes. Donc il faut avoir des données reproductibles, il faut que les données soient pertinentes par rapport à vous qui demandez cet examen. Voilà, s'il y a une cardiopathie gauche et qu'on vous répond que le capillaire il est à 3, bon, peut-être que c'est le cathétériseur qui s'est trompé, peut-être que ces mesures sont fausses. Okay, et pour ça, il faut savoir être exhaustif et ça, c'est un peu notre job. Donc nous, on le fait sous anesthésie locale ou générale chez l'enfant, donc en salle de cathé avec un monitoring maximal, FiO2 0,21%, ou alors si on doit faire un test d'hyperoxie, on met à 100%, on peut aussi rajouter du NO. Si on doit faire des tests pharmacologiques de réversibilité. On va mesurer les pressions et le débit, ensuite on va calculer les résistances pulmonaires, la compliance, le volume d'éjection systolique, de manière assez simple également. L'abord, peu importe, essentiellement fémoral ou jugulaire. Basilaire, lorsque la veine basilaire est disponible, on pousse la sonde, on est dans la cavité droite, ça prend 5 minutes, et le patient sort 2 heures plus tard, donc ça peut tout à fait être faisable. Il faut savoir qu'on a une estimation de la pression, on n'a pas des mesures vraiment, des capteurs de pression distaux, on a une estimation qui est liée à un manomètre qui va mesurer la transmission de la pression par une colonne de liquide, ce qui veut dire que ça c'est une source d'erreur potentielle très importante. Si vous ne faites pas bien votre zéro, d'accord, 1 cm d'écart de hauteur de capteur et du zéro qui doit être au niveau de la ligne axillaire moyenne. Ouais, c'est 1 mm de mercure de pression, ça ne semble pas beaucoup, mais par exemple dans une circulation de fond de temps, ça peut contre-indiquer un patient à la chirurgie. Pour une transplantation, ça peut aussi jouer son rôle. Donc c'est pas si négligeable que ça. Et quand je vous dis 1 cm, ça peut être 2 cm évidemment. Et ça c'est hyper important. Il faut mesurer les pressions en téléexpiration. En fin d'expiration, d'accord. C'est ce qui a montré le plus de fiabilité dans les revues. Et donc on va procéder de la sorte. J'ai une petite vidéo. Après. Donc on va arriver dans les cavités droites, mesurer la POD, la pression ventriculaire droite. On va dans l'artère pulmonaire, on mesure le TAP, puis en gonflant le ballonnet, en allant au niveau distal, on va voir ce qu'on appelle la PAPO, la pression d'occlusion, qui correspond à la pression capillaire ou à la pression des veines pulmonaires, qui est la même chose, et donc par extrapolation aux pressions de remplissage gauche, à la POG et à la PTDVG. Je vais aller assez vite sur les ondes, juste pour vous dire que l'onde V mitrale qui peut être liée à une fuite importante se voit assez facilement dans les pressions capillaires, puisque ça correspond au remplissage atrial qui se fait par voie antégrade normalement, mais si vous avez une fuite, vous avez aussi une onde très importante au niveau du remplissage atrial et ça donne cette onde V mitrale. Les pressions ventriculaires, 2 éléments importants. La pression protodiastolique doit être à 0, c'est ce qui vous confirme que votre 0 est fiable. Et la pression télédiastolique, c'est extrêmement important, c'est ce qui correspond aux pressions de remplissage. Et vous le voyez ici, vous avez une pression ventriculaire et une pression capillaire qui sont simultanées. La pression télédiastolique du VG elle est égale à la pression capillaire. C'est ce qui permet d'estimer les pressions de remplissage. Voilà comment ça se passe en pratique. Vous arrivez dans l'oreillette droite, vous gonflez votre ballonnet, vous poussez votre cathéter. Donc techniquement, il n'y a absolument aucune difficulté. Je pense que ça peut être fait de manière très très simple. Ce qui est la difficulté, c'est d'interpréter les courbes, de faire les bonnes mesures. Et c'est un petit peu l'objectif de cet atelier. Donc là, vous arrivez dans le ventricule droit, vous voyez une courbe ventriculaire droite qui se dessine. On va franchir la valve pulmonaire. À ce moment-là, on va avoir une courbe artérielle pulmonaire qui est caractérisée par une diastole qui est plus élevée. Ok, pourquoi ? Parce qu'il y a une valve et cette pression diastolique, elle est très importante. Elle est le reflet de la compétence valvulaire d'une part, c'est-à-dire que la diastolique sera basse si vous avez une fuite, et elle est le reflet des résistances pulmonaires. La diastolique sera haute si vous avez des résistances élevées. Ça, c'est un élément important. Ensuite, on arrive en distalité du capillaire et là, vous avez la pression d'occlusion, donc la pression capillaire qui correspond, quand vous avez, on ne voit pas ici, mais quand vous avez votre ballonnet gonflé, le flux antégrade ne passe plus, donc la pression que mesure le cathéter, c'est la pression d'aval, donc c'est la pression
veineuse pulmonaire et capillaire. Ensuite, on va pouvoir mesurer le débit grâce à ce cathéter de Swan-Ganz qui a deux lumières, une lumière proximale qui est dans l'oreillette, une lumière distale qui est dans le TAP. Et on va injecter du liquide dont on connaît la température. Et en fonction du réchauffement en fait, de ce liquide, qui va être mesuré par le capteur distal, on va pouvoir calculer le débit cardiaque qui correspond à cette formule, volume injecté multiplié par la température du sang qui est détectée par le capteur distal, moins la température du sang injectée, fois 53,46, je ne sais pas du tout pourquoi ce chiffre est à cet endroit-là, mais bon, ça doit être quelque chose qui a été bien étudié. Et puis A, c'est l'air sous la courbe. Donc, je vous montre une petite démo. Voilà, on va injecter le liquide ici, au niveau de notre capteur proximal. Ce liquide va aller, grâce au débit en fait, au niveau du capteur distal. Et puis on va avoir cette courbe qui va se former. L'air sous la courbe est très importante et ça permet de mesurer le débit cardiaque. On fait plusieurs mesures. Il faut, vous le voyez sur la droite, injecter toujours de la même manière. Si vous n'avez pas la même courbe, c'est que votre mesure n'est pas fiable. Donc il faut refaire de manière à ce que les courbes soient superposables. Ici, on a des belles courbes et on a un débit cardiaque moyenné à 3,9. Tout ça est très consistant. Allez-y. Pas de problème. Voilà, donc ça c'est les courbes de mesure du débit. On va pouvoir mesurer ce débit aussi par la méthode de Fick, puisque ce que je vous ai pas dit ici, voilà, c'est que ça n'est valable que si vous n'avez pas de fuite tricuspide importante. Okay, si vous injectez ici un liquide et que la fuite tricuspide l'envoie vers les veines caves, vous n'allez pas mesurer votre débit de manière fiable. Et si vous avez un shunt cardiaque qui fait que le débit pulmonaire... Moi, ça ne me dérange pas. C'est toi qui vois. Aucun problème. Si vous avez un shunt qui fait que le débit pulmonaire n'est pas égal au débit systémique, bah évidemment, ce que vous allez mesurer, c'est le débit pulmonaire, mais ce n'est pas le reflet du débit systémique. Or, ce que l'on veut mesurer, c'est le débit cardiaque et essentiellement le débit aortique. C'est pour ça qu'on fait un cathé droit, mais ce cathé droit, il peut être biaisé par la présence d'un shunt. Et donc, c'est pour ça que on peut aussi, via ce cathé droit, mesurer le débit à travers la méthode de Fick. Comme je vous disais, le débit à travers la méthode de Fick, c'est VO2 sur différences artério-veineuses en oxygène. Et pour ça, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever des gaz du sang dans différentes cavités cardiaques pour calculer cette différence artério-veineuse en oxygène. D'accord ? Si vous voulez la différence artério-veineuse en oxygène au niveau systémique, ben, il faut un gaz du sang au niveau de l'aorte et un gaz du sang au niveau veineux systémique. Le sang veineux mêlé, c'est la saturation du VD, parce qu'elle va compiler la saturation de la veine cave sup, la saturation de la veine cave inf et la saturation du sinus coronaire. Okay, le sang veineux cave sup, cave inf et du sinus coronaire n'est pas le même, puisque vous allez prélever plus de sang au niveau cardiaque, par exemple, donc le sang du sinus coronaire est plus désaturé. Si vous êtes à jeun et que vous êtes au repos, le sang de la veine cave inférieure, il est très peu désaturé, parce que le tube digestif ne prélève pas d'oxygène, le rein ne prélève pas d'oxygène, les muscles ne fonctionnent pas, donc vous allez avoir 80% de saturation, par exemple, dans la veine cave inf. Et si vous êtes en train de réfléchir et de stresser à un problème particulier, bah, la veine cave sup et votre cerveau marchent beaucoup, et donc le sang sera à 70% par exemple. Donc ce sang veineux mêlé, c'est vraiment le ventricule droit, c'est là où on a le mélange des différents sangs. Sinon, vous mesurez le sang dans la veine cave sup, le sang dans la veine cave inf, vous faites 2 fois veine cave sup plus veine cave inf divisé par 3, et ça vous donne une très bonne estimation de la SVO2, comme on appelle ça de manière commune. Au niveau pulmonaire, la différence artério-veineuse, c'est un gaz du sang dans les veines pulmonaires et un gaz du sang dans l'artère pulmonaire. Si vous ne pouvez pas accéder aux veines pulmonaires, s'il n'y a pas de shunt cardiaque par exemple, on considère que la saturation elle est de 100%, sauf si le patient évidemment a une BPCO cognée, auquel cas on ne peut pas extrapoler les choses, mais s'il n'y a pas de trouble de l'hématose, la saturation des VP elle est de 100%.
démonstration mathématique pas très sympa, mais... donc là, ce que je vous ai dit, c'est débit égale VO2 sur différence artério-veineuse. Il faut savoir que le débit pulmonaire, la VO2 pulmonaire est égale à la VO2 systémique. Donc si vous voulez calculer débit pulmonaire sur débit systémique, c'est un rapport très important. Ah, c'est le patron qu'on a failli ne pas faire rentrer. Oh là là. Bienvenue au patron. Donc ce rapport QPQS, il est extrêmement important. On le verra parce que ça peut déterminer l'opérabilité d'un shunt. QPQS, c'est égal à ça. Si vous enlevez toutes les variables qui sont présentes au numérateur et au dénominateur, c'est égal à ça. C'est-à-dire saturation aorte moins saturation veine cave, divisé par saturation VP moins saturation AP. La saturation de l'aorte, vous l'avez avec un capteur de SAT au doigt. La saturation des veines systémiques, vous prenez un gaz du sang dans la veine, vous pouvez l'obtenir. La saturation des VP, on a dit qu'elle était de 100%. Okay, donc la seule variable qui est intéressante à obtenir, c'est la saturation dans l'AP. Ça, on ne peut pas l'obtenir de manière non invasive, peut-être via... Comment ? Vous avez 100% d'accord, sauf en cas de cardiopathie à sang mélangé, où la saturation dans l'AP égale la saturation dans l'aorte. C'est le cas, par exemple, dans un tronc artériel commun. Malformation rare, mais la SAT dans l'AP, elle est égale à la SAT dans l'aorte. Donc on peut estimer le rapport QPQS de manière très simple. Et parfois, on a la nécessité quand même de faire un cathétérisme cardiaque. Donc les variables qu'on va mesurer, ce sont celles-là. Ça, je vous les détailler. C'était juste pour vous montrer les pressions normales dans ces différentes cavités. Ce que l'on va calculer, donc, sont les résistances pulmonaires, gradient transpulmonaire divisé par le débit cardiaque, les résistances pulmonaires totales. C'est PAPM divisé par le débit cardiaque. Très honnêtement, ça, on ne l'utilise pas. Voilà. L'index cardiaque, donc c'est le débit indexé à la surface corporelle. Le stroke volume, donc le volume d'éjection, c'est débit cardiaque divisé par fréquence cardiaque. Ça donne une idée du volume d'éjection systolique. La compliance artérielle pulmonaire, c'est un élément très important. C'est le stroke volume divisé par la pression pulsée au niveau pulmonaire. C'est-à-dire, en fait, comment votre vaisseau pulmonaire va battre. Quel est le volume qui le traverse et comment est-ce qu'il va... quelle est la différence entre la systole et la diastole? Si la diastole est élevée, comme je vous ai dit, c'est que les résistances sont élevées. Donc c'est-à-dire qu'il y a peu de pulsatilité, donc c'est que votre vaisseau il est rigide, c'est du béton armé, donc ça va être des résistances qui vont être élevées. Okay, ça c'est un élément très important à diagnostiquer. Et donc les nouvelles définitions de l'HTAP selon les recommandations de 2022. Donc l'HTAP, c'est une pression pulmonaire moyenne supérieure à 20. Avant c'était 25. Je suppose que vous le savez, mais c'est important de le rappeler. Et on va définir 3 grands tableaux cliniques. L'HTAP précapillaire, où la pression donc, va être supérieure à 20, avec une pression capillaire qui est inférieure ou égale à 15 et des résistances élevées, donc supérieure à 2. Donc ça, c'est une maladie du lit artériel pulmonaire. L'HTAP post-capillaire, donc PAPM supérieur à 20, pression capillaire supérieure à 20 et résistance basse. Ça, c'est une congestion qui est liée à une cardiopathie gauche. Et puis des HTAP mixtes, où vous allez avoir à la fois un capillaire élevé et des résistances élevées. Et ça, il peut y avoir des causes multifactorielles, ou alors une HTAP qui dure depuis tellement longtemps, une HTAP post-capillaire qui dure depuis tellement longtemps qu'elle a abîmé les vaisseaux pulmonaires, qui vont s'hypertrophier et donc qui vont augmenter leur résistance. Ça, ce sont les différents tableaux, je suis désolé, on ne voit pas très bien, les différents tableaux cliniques d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc l'HTAP du groupe 1, c'est une maladie du vaisseau. Ce sont des HTAP idiopathiques ou génétiques, ou alors associés, par exemple, à des intoxications médicamenteuses. L'HTAP du groupe 2, l'HTP du groupe 2, pardon, c'est les cardiopathies gauches. Groupe 3, pathologie pulmonaire, donc il y a une hypoxie chronique. Hypoxie entraîne une élévation des résistances, donc une hypertension pulmonaire. Le groupe 4, ce sont des hypertensions post-emboliques, d'accord, qui vont compliquer des embolies pulmonaires graves. Et puis le groupe 5, c'est un fourre-tout, c'est des HTAP multifactoriels ou alors liés à des pathologies rares comme les connectivités. Les tests de vasoréactivité, bon, je pense que ça ne vous intéresse pas beaucoup, mais il faut le faire uniquement dans les HTAP du groupe 1. Si vous avez un patient qui a un capillaire à 30, qui est là en bilan pré-greffe et qui vient pour une cardiopathie gauche majeure, bon, vous n'allez pas faire de test de réversibilité, vous savez quelle est la cause.
de l'HTAP. Donc dans les groupes 2, 3 et 4, non, 2, 3, 4 et 5, pardon, il ne faut pas faire de test de réactivité. Donc essentiellement dans le groupe 1, on va mettre du NO inhalé et on s'attend à une diminution supérieure à 10 mm de mercure de la PAPM sans diminution de débit cardiaque. Okay, delta P égale QR. Donc, quand on met un vasodilatateur, on va faire baisser R. Mais si vous avez une diminution du débit également, vous allez avoir des pressions qui vont également diminuer, mais pour la mauvaise raison. D'accord ? Donc c'est très important d'avoir un débit cardiaque qui est stable quand vous faites un test de vasoréactivité pulmonaire. Bon, j'ai fini avec la partie un peu pénible. Si vous avez des questions sur ce prérequis, on peut en discuter, sinon on passe au cas clinique. Cas clinique ? Allez, feu. Donc, patiente de 60 ans, diabétique, avec rétinopathie, HTA, surpoids, dialysée depuis 3 ans sur une fistule artério-veineuse humérale. Elle a une dyspnée chronique NYHA3 qui évolue depuis, on ne sait pas trop. Et à l'ETT, elle a une FEVG qui est bonne, une HVG concentrique modérée, une dilatation de l'oreillette gauche qui est assez importante. Elle a un profil de dysfonction diastolique type 2. PAPS à 60, donc on se dit quand même c'est particulier parce qu'on n'a pas d'éléments vraiment pour expliquer ça. Dysfonction VD modérée et un NT-proBNP élevé. On lui fait un KT. On obtient les éléments suivants: OD à 10, VD 67, 9, TAP 65, 20, 35, donc HTAP, puisque PAPM supérieur à 20. Pression capillaire 28, tension artérielle systolique à 138, 85 et un débit à 7,1 litres minute. À combien mesurez-vous les résistances pulmonaires? Hyper simple, mais il faut que quelqu'un se lance. Donc, la formule de la loi de Poiseuille, c'est delta P égale QR. On a delta P, on a Q, donc on doit pouvoir mesurer R. Involontaire? Exactement, donc 7 sur 7,1. Donc résistance à 0,98, donc résistance basse. On va dire qu'elles sont à 1. Quel est le diagnostic le plus probable pour expliquer le tableau clinique, selon vous, chez cette patiente? HTA post-capillaire. Il n'y a pas un élément qui vous... Ouais. C'est la fistule hein, qui est responsable de ça. C'est l'insuffisance cardiaque à débit élevé. C'est-à-dire que le capillaire il est élevé parce qu'il y a une surcharge volumique. La surcharge volumique va augmenter le volume télédiastolique du VG. Et donc si vous suivez sa courbe de compliance, elle va augmenter sa pression télédiastolique. Donc la POG, donc le capillaire. Okay, le VG il va très bien. C'est juste qu'il prend beaucoup de débit. Et donc beaucoup de débit, c'est beaucoup de volume, donc beaucoup de pression. Et donc ce qui est très simple à faire pour confirmer ce diagnostic. Comment? C'est une bonne remarque, mais le shunt, il n'est pas intracardiaque, d'accord? Donc votre... Comment? Ouais, mais comment on fait pour calculer ça, ou pour estimer ça? Au Doppler, on peut, mais là on est au KT. Moi je suis cathétériseur, je ne sais pas tenir une sonde d'écho. Bah, c'est hyper simple, on appuie sur la fistule et on refait les mesures. On la comprime, on refait les mesures. Et voilà. Donc TAP 38, 14, 21. Papo à 15. Bon, elle a quand même une petite cardiopathie gauche. Hein. Elle n'est pas clean au niveau capillaire. Mais vous voyez que ça a diminué drastiquement. Quasiment d'un facteur 2. Et le débit, il est à 4 litres, 0,8. Donc elle a une physiologie qui est normale si on exclut cette fistule. D'accord? Enfin, qui est normale. Elle a une HTA, un surpoids. Donc elle a une petite dysfonction diastolique qui lui occasionne un capillaire élevé. Mais voilà, c'est la fistule. Par rapport à ce cas clinique, c'est quoi l'indication du cathéter? L'indication, c'est que l'écho n'expliquait pas... Il y avait quand même une deuxième couche de départ, il y avait une dysfonction diastolique qui est mondialisée. Ouais. On pouvait très bien peut-être faire un test audiovisuel et revoir la vie d'un tir avec l'été. Ouais. L'échocardiographie n'était pas suffisante pour évaluer l'hémodynamique, parce qu'on avait une
Quand on a une diamètre de la veine cave inférieure, il a une liste de collapsibilité, c'est moins invasif. Et ça pourrait l'aider à monitorer son aisance cardiaque, comprimée, diastolique, la gérer par des diurétiques. Vous avez tout à fait raison. Pour être honnête, et je ne l'ai pas mis, l'estimation du débit en écho, elle donnait un débit très élevé et on ne comprenait pas. Mis à part l'estimation du débit cardiaque, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent faire fausser le résultat. Ouais. Mais juste la pression veineuse centrale peut nous renseigner le profil mitral par exemple à gauche et la veine cave inférieure, le pression pulmonaire. Voilà, la veine cave inférieure, elle était dilatée, mais en fait, il y avait des éléments qui ne collaient pas dans ce dossier. Et c'est pour ça qu'on a fait un KT. Je suis d'accord avec vous qu'on aurait pu dire bah, le débit est élevé en écho, venez, on comprime la fissule, on recalcule en écho, et puis on se passe du KT. Je suis assez d'accord avec vous. Mais comme vous le savez, le gold standard, quand on commence à avoir des chiffres un petit peu bizarres, c'est-à-dire un VG qui est pas mal, mais une OG énorme, une pression, une PAPS qui était à 60 alors qu'on ne se l'expliquait pas forcément, un débit élevé chez une dame dont on ne comprenait pas trop les éléments, parce que la fissule, elle l'avait depuis 8 ans, et que finalement les symptômes sont apparus récemment. Voilà, on a fait SKT qui peut se débattre, je suis assez d'accord. Vous avez d'autres questions ? Donc, Madame L, sa voisine ou sa cousine, 67 ans, 85 kg, diabétique, en FA. Elle a une myocardiopathie non obstructive. Les boucles ne fonctionnent pas bien, peu importe. Elle a fait plusieurs épisodes congestifs, mais elle a, vous le voyez, hein, sur la 4 cavité, elle ne sent pas l'énorme cardiopathie gauche, mais elle a 80 de PAPS. Donc là, on est quand même sur un tableau, peut-être qui peut justifier un caté droit, si ça vous va. Donc on lui a fait un caté. Je vous laisse regarder les pressions. Donc elle a 8 d'OD, 105 de pression VD, 105 dans le TAP, quand même énorme. Diastolique assez basse à 36, 65 de PAPM, PAPO 19. Elle a une tension artérielle systolique qui est limite. Débit cardiaque normal, 3,7. Et elle a des résistances qui sont très, très élevées en fait. Donc la CMH peut-elle expliquer ce tableau à elle seule? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, primitive, elle a quand même un capillaire à 19. Donc, il y a un souci avec la CMH, avec l'HTA et avec le surpoids qui fait que, bon, cardiopathie gauche modérée, mais 100 de pression dans les poumons et 12 de résistance, non, il y a un souci. D'accord? Donc là, on va aller plus loin. On ne peut pas se contenter, vous êtes d'accord, hein, de dire à cette dame qu'elle a uniquement une cardiopathie gauche. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer dans le diagnostic? Ça, c'est plutôt le pronostic ou le traitement. On est dans le diagnostic. Voilà. On va aller chercher dans les autres causes. D'accord? On n'est pas uniquement dans le groupe 2. On va aller chercher un peu du groupe 1. Ça va être plutôt l'interrogatoire. Éventuellement des tests génétiques s'il le faut. On va aller plutôt chercher dans le groupe 3. Donc pathologie pulmonaire, scintille, scan pulmonaire éventuellement. Groupe 4, post-embolique, angioscan. Ok? EFR. Bilan biologique, etc. Et donc, vous avez hyper raison, puisque quand on reprend tout ça, en l'interrogeant, il fait « Ah oui, mais j'ai fait 2 embolies. » D'accord, merci de nous prévenir. Et puis j'ai pris du Mediator pendant hyper longtemps. Bon, ok, d'accord. Donc on a la scintille qui nous dit qu'il y a des défects perfusionnels segmentaires qui sont multiples, donc des zones qui sont ventilées, qui ne sont pas perfusées, donc des séquelles de P. Et donc là, on a vraiment une HTAP multifactorielle. Groupe 1, Mediator, donc peu toxique. Groupe 2, CMH, cardiopathie gauche. Groupe 4, post-embolique. Ok. Et je n'ai pas mis, mais groupe 3, elle a un petit syndrome restrictif. C'était pas majeur. Et donc voilà l'intérêt du KT, vous pouvez le voir, hein, c'est-à-dire que ces mesures-là, elles nous ont permis d'aller à la pêche aux informations, d'aller faire des diagnostics et puis de mieux comprendre la cardiopathie et le statut de cette patiente.
pas simple à traiter, hein, parce que c'est des défects segmentaires, donc les thrombectomies, pas évident. Le médiator, malheureusement, on arrive après la bataille, et donc ça va être essentiellement un traitement de sa cardiopathie gauche pour répondre à, je sais plus, on a fait un test de réversibilité qui n'était pas positif. Pourquoi? Parce que c'est multifactoriel, donc on n'a pas uniquement un problème de résistance et de vasodilatation nécessaire de ces vaisseaux pulmonaires, il y a plein d'autres choses. Dans ces cas-là, en général, on n'obtient pas de réponse satisfaisante. Ça va? On avance, donc elles ont toutes 67 ans, hein, mes patientes, hein. Je ne sais pas ce qu'elles ont. Celle-là, pourtant je fais de la cardiopédiatrie, mais FA paroxystique, NYHA3, on lui fait l'écho, donc FEVG 67%, dilatation biatriale, VD dilaté, PAPS élevé à 77, on ne voit pas de shunt. Comment? Peut-être. Peut-être, mais on lui fait quand même le KT. Et on voit ça. ODA 9, VD 75,9, TAP 74, 18, 36. Vous voyez la diastolique assez basse. Papo à 20. Tension artérielle 130, 69. Débit 12 litres. RVP 1.3. Quelle pathologie suspectez-vous? Là, il y a deux choses. Je dis rien. Il y a ça, qui pour moi est le plus gros qu'on voit. Et il y a ça. VD dilaté, hyperdébit. Premier truc à évoquer, c'est juste ça. Parce que là, le VD, il est très dilaté, hein, vous êtes d'accord? Vous voyez le TM? Vous voyez ici, là? C'est quand même... c'est un ballon, le truc. Donc, shunt prétricuspide. Ok? C'est-à-dire CIA, retour veineux pulmonaire anormal. Partiel, évidemment. Donc, ça, c'est une surcharge volumique des cavités droites qui va les dilater. Ça va entraîner une HTAP, delta P égale QR. Même si les résistances sont basses, si vous avez un débit énorme qui traverse l'artère pulmonaire, bah, la pression, elle va être augmentée. D'accord? Donc ça, c'est assez logique. Comment est-ce qu'on peut étayer le diagnostic en salle? Ouais, il faut faire la méthode de Fick. Il faut prendre des oxymétries étagées et mesurer le rapport QP sur QS. Parce que là, ce qu'on nous donne, c'est le débit pulmonaire, c'est pas le débit systémique. Et pas du tout à 12 litres minute, sinon, c'est pas son VD qui serait dilaté, c'est son VG. Ça, vous l'avez bien compris. Et comment tu expliques la papo qui est à 20? Est-ce que ça dérange ou pas beaucoup? Ça dérange pas nécessairement beaucoup. La papo à 20, c'est qu'elle a quand même 67 ans. Une cardio... Ouais. Ouais, tout à fait. Mais si tu veux, encore une fois, ce qui saute aux yeux, c'est le débit et ça. Vraiment, c'est le premier truc à mettre je dirais, sur le banc des accusés, si on se trouvait dans un tribunal. Donc voilà ce que ça donne, les oxymétries. On a une veine cave sup à 70, veine cave 1 71, vous pouvez dire sans veineux mêlé 70. OD, déjà on a un enrichissement. Ok, 93. VB, on passe à 90. Pourquoi? Quelqu'un a une idée? Sinus coronaire qui désature un petit peu les choses. Donc on est à 90 dans le VD, TAP 90. Donc vous voyez, entre les veines caves et le TAP, on gagne quand même 20 points de SAT, ce qui est énorme. Aorte 99, veine pulmonaire, on va dire que c'est 99. Vous êtes OK? Allez, qui se lance pour calculer le rapport QP sur QS? Pas plus rapide. J'aurais dû vous chronométrer. Donc, alors comment vous le calculez? Le calcul, c'est-à-dire c'est la saturation dans la route, la saturation dans la paix, et c'est-à-dire la saturation dans les veines sur la saturation, plutôt saturation dans la veine cave, sur saturation dans les veines, saturation dans la... Voilà, donc différence artério-veineuse systémique sur différence... Voilà, bon, là c'est 29. Ça veut dire moins 90, ça veut dire exactement. 3 sur 1. Donc différence QP sur QS, la formule des saturations c'est l'inverse, c'est différence artério-veineuse systémique sur différence artério-veineuse pulmonaire. Ok?
Retenez juste ça. Et donc, différence artério-veineuse systémique, aorte, moins veine cave. Donc, 99 moins 70, ça fait 29. Veine pulmonaire, c'est 100. TAP, 90. Donc, ça fait 10. 29 sur 10. Ok? Bon. Du coup, on nous l'adresse, ce patient. On refait une écho. Voilà. Pourquoi ça s'est arrêté? Je ne sais pas. Normalement, ça doit tourner. On revient vers la précédente. On va la laisser peut-être. On va la laisser faire. Donc on refait une écho. Quel est votre diagnostic? Imaginez que ça tourne. C'est une vue upside down, mais bon, c'est la vraie vue anatomique. Donc l'OD est là, la veine cave sup est là, l'OG est là. Je vous donne CIA. Excellent. Bien joué. Ah, voilà. Je l'avais mis après. Ok. Donc la veine cave sup qui arrive. Le sinus veineux est là, ici. Et donc on voit très bien le shunt. Pas toujours facile à voir, mais bon, c'est logique. Hein. On trouve que ce qu'on cherche. Donc une fois qu'on a fait le KT, c'est toujours facile d'arriver derrière et de dire ah bah au fait c'était un sinus venosus, mais bon, c'est parce qu'on l'a cherché qu'on l'a trouvé. Est-ce que la patiente est opérable? Ah, mais comment vous avez trouvé une saturation basse au niveau de la veine cave supérieure? Parce qu'il faut la prendre, l'oxymétrie on la prend haute. Ouais, Le RVPA il se fait à l'abouchement de l'OD. ok. L'oxymétrie il faut toujours la prendre quasiment veine jugulaire. Donc effectivement, si on l'avait prise plus basse, elle aurait été plus élevée. Vous avez raison. Mince. Pardon. Est-ce que la patiente est opérable? Il faut deux données. QP sur QS supérieur à 1.5 et résistance basse. Donc la réponse est oui. Je vous ai mis l'arbre décisionnel. Vous ne voyez pas bien, je pense. Des CIA en général. Donc les CIA, 1, dilatation du VD. Oui, non. Sinon, est-ce qu'il y a eu une embolie paradoxale? S'il y a une embolie paradoxale, on la ferme. S'il y a une dilatation du VD, on calcule les résistances pulmonaires. Elles sont basses, inférieures à 3. Oui. Est-ce qu'il y a une cardiopathie gauche? Non, on ferme. Est-ce qu'il y a une cardiopathie gauche? Oui. On peut faire un test d'occlusion. Ok? Vous faites un test d'occlusion, vous mesurez la pression aortique et la pression capillaire. Si la pression aortique chute et que la pression capillaire monte, c'est que cette CIA elle sert de soupape et que le ventricule gauche et l'oreillette gauche en ont besoin. Si vous... Comment? Bien sûr. Bien sûr. Si vous faites un test d'occlusion et que rien ne bouge, c'est que ça va. Ok? Maintenant, pour une CIA sinus venosus, vous faites le test d'occlusion qui a le retour veineux pulmonaire anormal qui est dedans. Vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que j'ai dit que ça c'était pour les CIA de manière globale et c'est essentiellement des CIA ostium secundum, parce que vous voyez, fermeture fenestrée, donc c'est vraiment là-dessus qu'on parle, mais c'était pour vous donner le raisonnement global de ces shunts prétricuspides. J'ai jamais vu de sinus venosus non opérable, moi personnellement, donc c'est vraiment autre chose. Vous avez raison de préciser ça. Donc la sinus venosus, là vous le voyez bien, c'est pas une CIA. Ça fait partie du groupe des retours veineux pulmonaires anormaux partiels. C'est-à-dire que la veine pulmonaire supérieure droite qui est là, eh bien, elle s'abouche sur le sinus veineux. Donc il y a un shunt. C'est comme ça. Ici, vous voyez... Ça arrête de marcher, mes boucles. Ici, vous voyez la veine cave sup et la VP qui revient ici. D'accord? Sur le shunt. Donc ça, c'est vraiment typique. Ici, vous avez la même chose en ETO. Et puis au scanner, vous voyez, hein, c'est ça. C'est l'abouchement de la veine cave sup, de la VP, qui va créer le shunt à cet endroit-là. Donc c'est quelque chose qui est pas simple à diagnostiquer, mais bon, une fois qu'on a vu et qu'on le cherche, on le trouve.
C'est une cardiopathie qui est accessible, qui se ferme chirurgicalement. Mais depuis peu, on le fait par voie percutanée. Comment est-ce qu'on fait ça? On met un stent couvert de la veine cave sup jusqu'au défect. Et ce stent couvert, il est censé, comme le chirurgien qui met un patch, tunneliser les veines pulmonaires vers l'auger et étanchéifier la cloison. D'accord? On peut mettre ce stent que si on fait un test au préalable qui montre que ce stent ne va pas comprimer la veine pulmonaire. Ça, vous êtes d'accord, hein? Sinon, la patiente, elle ne va pas hyper bien se porter. Donc ça peut être visualisé, vous voyez, en 3D. Le stent, la veine pulmonaire logée, la voie reste perméable. Donc, on peut se lancer dans ce genre de thérapeutique. On peut aussi simuler ça, Damien l'a montré hier, avec des modèles 3D. Vous allez déployer un stent, vous mettez un cathéter dans la veine pulmonaire et vous vérifiez qu'elle va toujours être perméable. Ensuite, in vivo, on va inflater un ballon du diamètre du stent qu'on va mettre et on va contrôler la veine pulmonaire et s'assurer qu'elle est toujours perméable. Et puis si tous ces checkpoints sont OK, on va venir déployer un stent couvert, donc recouvert d'une membrane de PTFE, de la veine cave jusqu'au shunt. OK? Bon, je suis désolé parce qu'on va voir, mais la vidéo ne marche pas. On a essayé tout à l'heure. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc cette patiente, on a fermé la CIA avec un stent couvert. Voilà, ça c'est le scanner post-opératoire. Vous voyez la veine cave sup, le stent est là, la veine pulmonaire vers l'oreillette gauche. Elle est YHA1, il n'y a pas eu de complications particulières, elle a juste de l'aspirine. Le scanner montre une bonne perméabilité de la veine pulmonaire supérieure droite. Et voilà, c'est une thérapeutique un programme qu'on a initié il y a maintenant 2 ans. C'est quelque chose qui marche très bien. On a des stents qui sont designés maintenant pour faire ce genre de traitement. Donc c'est quelque chose d'assez assez passionnant. Vous avez des questions par rapport à ça? Il n'y a pas moyen de faire des contrôles par l'IRM plutôt que l'aviation itérative? Vous avez raison, ça a été soulevé par Damien hier. Il y a trop d'artefacts avec le stent à l'IRM. Comme ce qu'on veut contrôler, c'est cette zone-là, on ne voit rien. C'est juste ça qui est dommage. Mais je pense qu'on fera des progrès avec les nouveaux matériaux qu'on utilise dans les nouveaux stents qu'on met, qui sont moins pourvus en métal et donc qui entraîneraient moins d'artefacts. Ça serait super. Donc là, on passe à un autre cas clinique. Donc c'est une jeune fille de 8 ans à qui on avait fait... Donc là, on change d'âge, vous le voyez. À qui on a fermé un canal artériel qui était très large, mais elle avait des résistances basses. Très large canal, hein, vous allez voir. On l'a fermé à l'âge de 3 mois. Et puis, malheureusement, elle a développé une HTAP réfractaire à tous les traitements. C'est-à-dire que là, elle a 8 ans, elle est sous trithérapie, donc bosantan, sildenafil ou apparenté, et prostacycline sous-cutanée, avec toutes les complications évidemment et toute la pénibilité que c'est au quotidien. Et pourtant, elle est une YH3-2, elle a 92% de SAT. Alors, elle s'est révélée être BMPR2 positive, donc elle avait un canal artériel, mais elle a surtout une pathologie vraiment des vaisseaux pulmonaires associée. Et donc, elle n'a pas fait de syncope, et on croise les doigts chaque jour qui passe en se disant que la syncope qu'elle pourrait faire, ça pourrait être une syncope qui dure très 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 longtemps. Parce que ces HTAP là, quand vous voyez son écho, vous vous dites que si jamais il y a une crise d'HTAP et que le VD désamorce, c'est bye bye. Hein. C'est quelque chose qui est extrêmement grave. Donc on lui fait un KT, VD 130, aorte 80. Vous voyez déjà, on est quand même sur des chiffres assez incroyables. Capillaire assez bas, elle a 75% de PAPM contre 75 mm de mercure de PAPM contre 55 dans l'aorte. Index cardiaque relativement conservé, résistance au plafond, 25 de résistance indexée. Donc sous trithérapie, qu'est-ce que vous pouvez proposer à cette patiente? Ah non, Créer un shunt, septectomie atriale, ouais. en
fait, ça va délier tout le devis de l'autre côté. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que le fait qu'elle avait un canal artériel la protégeait au début? Si on refait le film, oui. Ça avait un rôle protecteur, j'imagine. Il chantait que gauche-droite de manière massive, donc il fallait le fermer. Un poste, non? Donc création d'un shunt plutôt post-tricuspide, artériel. Ouais. Ils n'avaient pas de shunt à les situer sur Non, le canal. non, parce que sinon elle n'aurait pas ces pressions-là. C'est vrai que tu l'as dit, on peut la lister aussi, hein, parce que là, on arrive quand même, la voie sans issue, on arrive quand même pas loin du mur, donc, mais ça, ses parents ne veulent pas. Donc liste de transplantation pulmonaire, ou alors création d'un shunt. Création d'un shunt, on peut en faire deux, on peut faire une septectomie atriale, et on peut faire un POTS, donc un shunt entre l'artère pulmonaire et l'aorte. C'est un shunt artériel. L'anastomose de POTS, au départ, c'était comme un Blalock, c'est-à-dire que c'était un shunt systémico-pulmonaire pour traiter des patients qui avaient un obstacle pulmonaire. Donc c'était un shunt qui devait se faire de l'aorte vers l'AP. Mais c'est l'équipe de Necker, hein, il me semble, qui a fait un POTS chirurgical au tout début des années 2000. Ils se sont dit, en fait, plutôt que faire une septectomie atriale, qui effectivement va détourner massivement le débit vers l'aorte, et entraîner quand même une désaturation à 62 sat, parce que tout le sang veineux va vers l'aorte plutôt que d'aller vers l'artère pulmonaire où les résistances sont très élevées. Bah, si on fait un POTS, on va avoir une désaturation que des jambes, pas de la tête. Okay, on va améliorer la qualité de vie, mais on va avoir, comme c'est un shunt artériel, une égalisation des pressions systoliques. Donc c'est ce qu'on a proposé à cette patiente. D'accord. On nous dit un petit mot sur le POTS par votre percutanéen. Je vais t'en dire plusieurs des mots. Je vais même te montrer des images. Donc l'orationnel, c'est une connexion aorte-APG. Et on switch de l'HTAP primitive vers un syndrome d'Eisenmenger dont on sait, donc un syndrome d'Eisenmenger, c'est un shunt avec un shunt qui s'inverse, qui est dû à des résistances élevées, donc un shunt droite-gauche. Ces patients ont un meilleur pronostic. Pourquoi? Ils ne font pas de mort subite, parce qu'il y a une soupape. Le VD ne peut pas se désamorcer, il ne peut pas y avoir. Il peut pas. Moins que s'il n'y a pas de shunt, où là, c'est comme une HTAP, hein, si vous avez une augmentation des résistances, très aiguë, le VDI peut se mettre à genoux et ne jamais repartir. Là, vous avez une soupape, donc le sang va aller ailleurs, le cœur ne va pas s'arrêter. Les pressions vont passer de suprasystémique à isosystémique, puisqu'on égalise les pressions. Ça va baisser la post-charge du VD, améliorer la fonction VG, tout en préservant la qualité de vie, parce que vous n'avez pas 62 sat dans le cerveau, vous avez 62 sat dans les jambes. C'est pas génial, mais c'est mieux que rien. Et donc effectivement, au départ, ça a été fait par voie chirurgicale, et puis il a été développé le POTS percutané, et donc c'est ce qu'on a proposé pour cette patiente. Donc là, vous voyez l'aorte, l'artère pulmonaire, vous voyez la prothèse de canal. Regardez bien sur l'image de droite, on va passer un guide. Vous avez un lasso dans l'artère pulmonaire sur la gauche et un guide ici qui va perforer de l'aorte. Pouf, on est passé dans la paix. Ok, vous voyez le guide? C'est un guide de radiofréquence. On applique une impulsion de radiofréquence, paf, ça traverse les deux vaisseaux. Il faut bien viser, parce que si vous visez le médiastin, on est d'accord que là c'est adios et que l'histoire est réglée. Donc on va pêcher ce guide, le ramener dans le cathéter qui vient de la veine, et donc on crée un circuit artério-veineux, c'est-à-dire que le guide part de l'artère fémorale, passe dans l'aorte, l'artère pulmonaire, la veine cave, la veine fémorale. Et donc à travers ce guide, on va mettre en place un stent couvert. Vous le voyez ici, il est en train d'être dilaté. Vous voyez le déploiement du stent. Donc là, ce qu'il y a là, c'est un vide, hein. C'est entre les deux vaisseaux. C'est une zone franche. Et lorsqu'on injecte, voilà, vous voyez que en injectant l'artère pulmonaire, on voit l'aorte. Donc c'est-à-dire qu'on a gagné. C'est une petite fille marocaine, non? Comment? Elle est marocaine, cette petite fille? Elle s'appelle Louise, ce qui n'est pas exactement le prénom le plus répandu au Maroc. Parce que ça me rappelle un cas qu'on avait vu, ça fait longtemps que dans le mien, c'était un petit canal qui était disproportionné par rapport à l'importance de la Louise. Non, elle est pas. Mais Voilà. vous avez raison, ça c'est extrêmement. On avait dit qu'il ne fallait pas fermer le canal, mais comme il a un petit peu erré, il a fini par être opéré hors décision du stade. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que
Il ne faut pas fermer ces canaux-là quand il y a une petite HTAP. Et parfois même, quand vous avez une HTAP importante, on va chercher un petit canal et passer un petit guide à l'intérieur et mettre un stent pour faire un espèce de POTS qui n'est pas une perforation, mais qui est juste un élargissement d'un canal qui va lui servir de soupape. Donc c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est une alternative au POTS si vous avez un tout petit canal et un tout petit passage. Le canal est fermé chirurgicalement, c'est ça? Non, regarde, il y a une grosse prothèse là. Il y a un énorme occludeur au-dessus. Par caté, donc c'est pas fait. C'était fermé par caté. Il y a une quinzaine, Si vous voulez, je peux vous remontrer les vidéos, on voit bien la prothèse. Tu veux revoir? Non, vous voyez? Donc là, vous voyez le scanner, contrôle à 1 mois, TAP généreux, stent, et vous voyez le produit de contraste, vous voyez, qui passe dans la horte là. Donc là, on est très content parce que le stent est bien positionné, le shunt se fait. Elle a perdu 1 point de NYHA, donc on est très content. Bon, elle est désaturée au membre inférieur. Voilà. Honnêtement, surtout ce qui nous rassure, c'est qu'on dort un peu mieux en se disant, voilà, elle ne va pas faire de mort subite, quoi. En attendant, éventuellement, qu'on prenne la décision de la transplanter et qu'on avance là-dessus, parce qu'elle avait quand même 25 de résistance, 130 dans la paix pour 80 dans la horte. Je veux dire, on était vraiment dans un état très, très critique. Voilà, donc ça a bien marché. Il faut savoir, l'équipe de NECA a publié dessus. Ça, c'est un élément très important parce que, évidemment, la procédure est débattue. Comme toujours, ah là, on met des stents, blablabla. Bon. Les patients, ils sont vivants à 6 ans. 92%. Donc déjà, stent ou pas, ils sont vivants. Ok ? Effectivement, il y a un certain nombre de cas où il y a des réinterventions qui sont nécessaires pour redilater le stent. Parce qu'on met un stent et qu'effectivement, c'est pas anodin, mais je veux dire, est-ce qu'il vaut mieux subir 2 KT que être décédé? Voilà, la question, elle se pose. Voilà. Parce que ces patients-là, s'ils n'ont pas de POTS, le taux de mortalité, il est, je veux dire, à 6 ans, il est de 50%. Or là, il y en a quand même 92% qui sont en vie, donc je pense que c'est une procédure. Comment ? On a mis 8 mm, elle est petite, hein. Donc c'est un stent qui peut être redilaté, qui peut aller jusqu'à 12-13. Et surtout, on peut passer à travers de manière facile. Là, si on arrive dans quelques mois et qu'on doit faire la procédure, le stent sera cicatrisé, bien accroché, donc on peut même re-stenter à l'intérieur si on a besoin, il n'y a pas trop de soucis. Et vous donnez des anti-agrégants? Moins dangereux sur le plan parce qu'on a l'impression que c'est beau à voir, mais quand même percer directement en perd procédure, ça peut passer. Hein. Vous êtes toujours catégoriser quand je suis chirurgien. Je sais que c'est. On a l'impression que c'est facile. Je suis sûr que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout facile. Très bien. Alors, pourquoi on ne peut pas présenter uniquement que c'est facile, ou s'il y a des complications, on peut prendre des malades. Je suis d'accord avec vous. Disons que techniquement, aujourd'hui, on peut faire le POTS dans des centres, évidemment, qui ont tout l'environnement pour. Je pense que d'abord, la première question, vous avez raison, c'est POTS versus septectomie. Là, la question, elle est relativement tranchée. Le POTS, c'est mieux pour tout un tas de choses. Ensuite, on peut se poser la question POTS chirurgical versus POTS percutané. Et ça, la chirurgie, c'est pas une sinécure pour faire un POTS non plus. Voilà. À partir du moment où on passe, où on est obligé de passer en CEC, par exemple, le malade, il est quasi perdu. Voilà, parce que la CEC, elle va être insevrable. Pour contrôler l'hémostase, c'est pas non plus évident, etc., etc. Donc, la septectomie atriale, très honnêtement, je pense qu'il ne faut pas la proposer parce que, sauf si on n'a pas d'autre choix, il vaut mieux adresser ça dans un centre expert qui fasse un POTS chirurgical ou percutané. Moi, je m'en fous. Ce qu'il faut, c'est bien soigner le malade. Si le percutané n'est pas forcément au point et que les chirurgiens sont... Il y a dû avoir une centaine de POTS dans le monde qui ont été faits. Plus de 50% sont chirurgicaux. Hein. Donc ça se fait. Et à mon avis, ça doit être privilégié. Si le percutané, moi je l'ai fait à Bordeaux, j'ai fait venir Younes Boudjemline qui travaille au Qatar maintenant, qui est un ami, qui a développé la technique à Necker. Je ne l'ai pas fait tout seul, hein, je ne me suis pas lancé là-dessus. Il faut vraiment une expertise, etc. Mais si vous mettez toutes les chances de votre côté, scan préopératoire, simulation, expert, backup chirurgical, etc., je pense que c'est elle a été extubée au bout de 2 heures, elle est sortie à J2.
Voilà, elle va bien. Quand l'histoire est belle, elle est super. Elle est toujours facile à raconter, bien sûr. Mais voilà, je pense que dans les années à venir, on va aussi augmenter l'expérience et que ça se fera plus facilement. Voilà. Bah, écoutez, je crois que j'ai fini. Je sais pas si on est dans les temps, si j'ai dépassé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous arrive de ne pas pouvoir conclure? Pas pouvoir conclure après un KT? Ouais. En général, dans le compte rendu, il y a écrit dossier à discuter en staff. Non, parce que là, il faut effectivement, dans des cardiopathies un petit peu complexes, on peut alors ne pas conclure sur la physiopathologie, ça c'est notre rôle, parce que c'est vraiment, il n'y a pas d'autre examen qui va plus nous aider. En général, avant le KT, on a fait un bon bilan morphologique, donc l'anatomie on la connaît. Et sur la physiopathologie, on peut savoir quel est le mécanisme. Sur la conduite à tenir, ça m'arrive fréquemment de ne pas pouvoir conclure et de devoir discuter justement avec les chirurgiens, avec les imageurs. C'est ça qui est super, c'est qu'on est un staff, quoi, qu'on est tous complémentaires et que. Ça, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le test de réversibilité? On a du mal à convaincre le cathétériseur ici en Europe que c'est très très important pour un bilan pulmonaire. Ça commence à se faire, on a des jeunes qui commencent à le faire, il n'y a pas de souci. Mais en combien de temps on peut faire un test de réversibilité pour bilan de hypertension? Bon, un test de réversibilité, si vous l'anticipez, c'est-à-dire si vous faites venir le NO et l'oxygène avant, c'est 10 minutes. Ouais. Après, il faut refaire des mesures, mais en général, le cathéter il est en place, on refait les mesures. Bon, allez, 15 minutes avec les mesures. Donc, le test de réversibilité, il faut le faire dans les HTAP du groupe 1. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que si c'est positif, vous pouvez traiter les patients avec un inhibiteur calcique, ce qui coûte à environ 10 millions de fois moins cher que des vasodilatateurs pulmonaires classiques. Donc, c'est hyper important, ne serait-ce que pour ça. C'est-à-dire qu'on est là pour soigner des gens quand même. Donc, si on peut leur offrir un traitement accessible, facile à prendre, sans effet secondaire, avec peu d'effets secondaires et qui marche bien, c'est super. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de bien interpréter, de toujours faire attention au débit cardiaque. Si vous avez une baisse des pressions et que le débit baisse, c'est pas un test positif. Ça c'est vraiment le piège. C'est vraiment le piège qui peut conduire à aller dans le mur. Si le débit baisse, c'est pas que les résistances n'ont pas baissé. Si vous avez baissé la précharge de votre ventricule en vasodilatant et que ça va être une catastrophe. Donc ça c'est le deuxième point. Et tu le fais en association avec l'oxygène, est-ce que tu utilises d'autres molécules? Non, je fais FiO2 100% plus ENO. Après on peut utiliser d'autres molécules comme l'Iloprost éventuellement, mais voilà, ENO à 20 ppm. Sur la 10 minutes maximum. Ouais, 10 minutes, ouais. Max, vraiment max. S'il vous plaît, on peut voir les pressions après le POTS de percutané? Je les ai pas mises. On les a. Non, je les ai pas mises, vous avez raison. Alors honnêtement, je sais plus. Ce que je sais, c'est qu'elles sont isosystémiques en écho. Justement, j'ai posé la question par rapport parce que des fois, on a un gradient. Quelqu'un qui égalise la pression entre la horte et la perte pulmonaire. Et à l'écho, je parle d'écho, on a une PVD suprasystémique. Selon la courbe de secteur. C'est pas logique. C'est pas logique, mais c'est vrai. C'est une vérité. Vous avez raison. Là, ce que l'on peut avoir, c'est que le stent se sténose. Auquel cas, il y a un gradient de pression. Et à ce moment-là, vous avez une PVD suprasystémique. Si elle est ISO, à ce moment-là, on ne se pose pas la question. Si elle est supra, il faut se poser la question d'un problème lié au stent. C'est juste ça. Mais désolé, non, j'ai pas noté les pressions. Je peux juste vous dire qu'elles sont ISO. Voilà. J'ai une question. J'ai la chance de travailler avec mon ami un cathétériseur à Fès. Et j'aimerais bien savoir votre avis concernant un petit problème. Bon, c'est pas un petit problème. Donc, les cibles qui nous embêtent toujours, parce que c'est pas comme en gros, bien sûr, vous voyez les malades avant, etc. Donc, c'est des malades qui parfois ne sont pas diagnostiqués avant, ou qui sont reconnus, etc. Et on voit des patients avec HTAP sévère
Et au début, on faisait un petit peu, bon, c'est très difficile de laisser ces patients comme ça, de dire voilà, il n'y a pas d'indication opératoire. Et on commence à se lancer de façon non scientifique. Hein, j'ai dit que c'est non scientifique. Nous avons remarqué que donc, on a une étude prospective en cours, on va essayer de la publier, je ne sais pas toujours évident, mais ce que nous avons remarqué, quand on opère ces malades, on ferme le champ, avec des soins difficiles, et on garde une tension artérielle post-opératoire très élevée, et on est sous, je sais depuis 3 mois, 4 mois, et ça reste. Tu gardes un champ résiduel? Au début, on faisait un petit C'est ce que j'allais vous dire. On faisait une petite cible. Le problème, nous avions des AVC post-opératoires. Parce que tout simplement, parfois, ça inverse. Bah oui, si ça change droite-gauche. Est-ce que ça serait pas intéressant ça peut passer des bulles, etc. Est-ce que ce serait pas intéressant de laisser la pénétration plutôt sur le pas, ventriculaire que à l'étage auriculaire? Oui, c'est beaucoup mieux que les patients comme ça. Avec des accidents comme ça, on fait complètement. Je dis que c'est pas scientifique, mais on essaie de partager un peu à chaque fois. Et la remarque, c'est qu'on a des malades qui sont bien. Bon, sur le plan fonctionnel, sur le plan symptomatologique, sur le plan calculaire, etc. Et quand même ça, c'est 5 ou 6 ans qu'on fait un petit C'est une super expérience. C'est une super expérience. Moi, bah, évidemment, vous allez la publier, c'est super de communiquer là-dessus. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce que l'on peut faire, c'est le treat and repair, c'est-à-dire ils ont des résistances élevées, c'est irréversible, mais on sent que quand même, il faudrait les opérer. Par exemple, si vous avez une grosse OG, si vous avez des VP qui crachent un peu, en ETT, moi c'est un signal qui me dit bon, il faut quand même fermer, il faut se débrouiller pour fermer ce champ. Donc on peut les traiter par vasodilatateur pulmonaire, les recathétériser, et si on voit ne serait-ce que un signe positif, un feu vert, on y va. Voilà. En revanche, pas laisser du tout de shunt, je trouve que c'est risqué. Voilà, c'est mon avis, hein, ça peut être débattu. On peut discuter de mettre en place un traitement prophylactique antithrombotique, mais c'est des gens qui ont quand même des résistances au plafond et à qui vous allez enlever un shunt, donc il y a un risque de syncope ou d'événements plus graves qui peut arriver, quoi. Fenestrel ACIV, à mon sens, c'est mieux que de laisser une CIA, mais voilà mon avis là-dessus. En tout cas, c'est super de se donner les moyens de traiter ces enfants, parce que c'est terrible d'avoir un gosse de 7 ans qui a un Eisenmenger, quoi. Quand on connaît la fin de l'histoire, c'est quand même bien de se donner les moyens de le faire. Voilà. Je pense qu'il a raison. Moi, je suis parce qu'on voit de plus en plus, rien que dernièrement, je suis parti sur le site là, je suis pratiquement presque un bon technique. J'ai vu le réanimateur de lui, il faut faire une chose, c'est vrai qu'à ce qui est très important depuis 11 ans, c'est cadrer l'acceptation et son essentiel, peu de rôle. Il a bien évolué, bien sûr, avec un BAV parce qu'il fallait des tâches pratiquement. C'est l'anatomie complètement. Il fallait reconstruire aussi l'entité. Bon, finalement, il va bien, il est passé par les poussées d'assurance cardiaque, une HTA comme une très importante, une UT importante, mais maintenant, sous traitement médical, il évolue correctement. C'est vrai que on en a heureusement de moins en moins, mais je pense qu'il faut y aller, comme vous avez vu, décrire quelque chose de positif. Ouais. Parce qu'on a parlé beaucoup d'années il y a une cathétériseur qu'on nous a donné souvent positif, et sur ça, on s'est basé pour. Je pense que c'est le cas. Le dernier point, et on en parlait avec Saïd la dernière fois, je suis venu bosser dans son équipe et les réanimateurs sont top, et ça c'est un élément crucial, c'est-à-dire qu'un bon centre de cardiopédiatrie, c'est un bon chirurgien, un bon cathétériseur, un bon échographiste, un bon réanimateur. C'est-à-dire que ce patient-là, en une nuit, vous pouvez le perdre si le réanimateur n'est pas bon. Parce que là, c'est très challenging. Vous allez fermer un shunt, vous vous mettez sur un ring de boxe, quoi. Et il faut rendre les coups, et donc il faut être prêt, quoi. Et si vous n'avez pas une équipe entraînée, on peut avoir fait tout ça et perdre le patient sur une poussée d'HTAP, sur un pump-off du VG qui va s'arrêter, qui va être dépréchargé, et après on va courir après le malade et puis on le perd. Donc il faut vraiment avoir une armée qui soit prête, mais je pense que ça se fait, c'est très bien. Je crois que, juste, je commence un petit peu, c'est très bien, on va faire un petit peu essayer d'aider les patients en
scientifique, il ne faut pas que les jeunes sortent d'ici avec les idées qu'on peut opérer n'importe quand, n'importe comment, des CIV larges, au stade de résistance à caractère pulmonaire très sévère. Il faut qu'on soit clair et des messages clairs, il faut respecter les recommandations. On a des résistances indexées qui sont au-delà de 5. Quand on a un patient qui a des résistances indexées, à 8, 9, il passe à mesure avec 100% d'accord, et je pense qu'il faut staffer ces patients. D'ailleurs, c'est ma question que je voulais te poser. Ça nous arrive parfois de voir des prisonniers, par exemple, qui arrivent à un âge de 5 ans, 6 ans, quand ils gardent des résistances encore basses. Parfois d'autres qui ont des résistances qui sont élevées et irréversibles à l'âge de 6 mois, de 7 mois. Comment tu expliques ça? Ça, c'est la génétique. C'est la génétique, c'est des paramètres histologiques, tissulaires, artériels, pulmonaires qu'on ne maîtrise pas. Il y a des éléments surajoutés qui sont que ces patients ont souvent des dysplasies bronchopulmonaires à minima, et à ça il y a une HTAP et un remodelage qui est associé, qui altère souvent les choses, qui aggrave souvent les choses de ce côté-là. Si vous rajoutez un shunt, évidemment, ça complexifie la donne. Parce que des fois, on est confronté, par exemple, quand on a un chien qui est borderline, on demande un caté. Des fois, on est un caté et vraiment, on n'arrive pas à interpréter. Est-ce qu'on pourrait éventuellement se baser uniquement sur la saturation dans la paix, si on est dans des 80, de se dire effectivement qu'il y a un débit, un chien, et faire abstraction du reste qui n'est pas concordant? C'est-à-dire qu'on vous donne des réponses qui ne sont pas en accord avec les chiffres, avec les mesures. Ouais, c'est difficile de répondre pour moi. En fait, ça soulève, c'est mon point de vue. Pour quelqu'un qui a très traité de cardiopathie pendant 20 ans, on a un problème d'interprétation des résultats des traités équipes. En fait, c'est décisif parce que sur ça, on a repéré, on a pas. Hyper décisif. Raisonnablement, quand on fait un traité, il faut se donner le temps qu'il faut, la technicité qu'il faut, les compétences qu'il faut pour prendre des décisions. Il y a 2 semaines, c'était avec une équipe suédoise de maison, qui ont quelques malades, ils ont parlé de malades. On a donné ce patient de température et il ne doit pas opérer. C'était remis par un collègue, un expert, et il a refait le traité, donc l'interprétation et les informations qu'on écrit, qu'on donne, doivent être quand même très importantes pour éviter les gens de pousser à des pratiques parfois qui ne sont pas. Ça, c'est bien de réaliser ce workshop, c'est bien de votre workshop. Je pense que c'est un point qui est très important. Alors, je vais répondre de 2 manières. Bon, déjà, je partage votre avis et je reviens sur ce que disait Saïd. On a eu une discussion, un petit aparté, mais effectivement, il faut rester systématique. Si on parle des cardiopathies congénitales, parce que c'est quand même le sujet de cette fin de débat, c'est pas des petits adultes, d'accord? Donc un cathétériseur qui sait faire que du cathé adulte, c'est son job. Moi, je mets pas des pacemakers. Chacun a une surspécialisation, et ces cathés doivent être faits par des experts en cardiopathie congénitale. Ici au Maroc, je sais qu'on en manque. L'idée, c'est effectivement, c'est super de faire des missions, etc. Ce que je trouverais super, c'est que les gens se forment et acceptent que c'est une spécialité, quoi. Que c'est pas juste on vient, on fait le caté, c'est un enfant, c'est pareil, c'est pas grave. Non, c'est un truc qui est hyper complexe. Il faut tendre vers ça. Donc des workshops, des ateliers, on pourra en faire, etc. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en place un staff avec le réseau francophone des cardiopathies congénitales qu'on a à Bordeaux, un staff mensuel, ça y est, oui, presque. Avec, on a pas mal communiqué dessus, je ne sais pas si certains ont le lien ou pas, avec l'équipe de Bordeaux. Donc on a les chirurgiens, les anesthésistes, les réanimateurs, les imageurs, moi-même et notre cathétériseur, et on discute les dossiers. Donc c'est Aïd Siham présente régulièrement des dossiers, il y a des gens de Rabat aussi, et je vous invite à partager vos expériences, et on discute des dossiers de manière cool, hein, comme ici, hein. Il n'y a pas de... Personne juge personne, mais je pense que ça va tirer les choses vers le haut, de manière très humble, et ça permettra juste d'avoir une exigence et que les gens n'arrivent pas en disant ouais, voilà, on a fait le caté, il y a ça, il faut... Voilà, avec des standards, des données scientifiques,
comme disait Saïd, basé sur les recommandations. Et si vous voulez, on pourra se voir après, que je vous donne l'adresse ou que je vous donne les liens. Et je vous invite voilà, à communiquer, à ce qu'on communique tous ensemble et qu'on essaie d'avancer là-dessus. Je pense même le rôle de professeur Chahidi, je pense s'il y a un message à passer pour les jeunes, c'est que souvent on essaie de, c'est pas d'héroïser, mais c'est de présenter tout ce qui est cardioplastie congénitale, que ce soit cathé ou chirurgie ou autre, quelque chose de très complexe. S'il y a quelque chose à passer, un message pour les jeunes, il faut se former, bien évidemment, parce que ça change, il y a une évolution de structure qui est extraordinaire, donc il faut former. C'est une spécialité à part entière. Il faut l'accentuer. Voilà, pour être positif, il y a des gens donc, avec lesquels j'ai travaillé, depuis maintenant très longtemps, Simon Zbora, donc beaucoup de personnes, la cardiologie pédiatrique a évolué énormément au Maroc, donc tant sur le plan du diagnostic, tant sur le plan de la chirurgie. Peut-être qu'il y a des petites lacunes au niveau des cathétérismes. Là, je suis tout à fait d'accord avec mon ami. Il faut que les gens sachent que c'est une spécialité à part, que les gens sachent et qu'il faut se former, que c'est pas. Voilà, c'est une formation à part. Il faut prendre le temps de se former et puis c'est tout bénéfique pour tout le monde. Et pour la cardiologie pédiatrique marocaine et pour nos patients. Et pour se former, je pense il y a des centres au Maroc ici qui sont aptes à le faire. Nous, on est aussi aptes à le faire, à recevoir des gens. Ça peut être, on a mis en place des conventions avec des gens de Shirzaïd qui sont venus. Vous êtes tous les bienvenus pour faire de l'imagerie, de l'AREA, du KT, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment un partage. Et des centres comme FES, des centres comme CASA, évidemment, peuvent recevoir ces gens-là, mais il faut se mettre dans la tête que c'est une spécialité, qu'il faut foncer et bien se former. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à tous, c'était un plaisir.